sais même pas pourquoi je suis orange, c'est censé être la couleur que je déteste le plus depuis que je suis née. Souvent femme varie, bien folle et qui s'y fie. Aujourd'hui, je ne vais pas vous proposer le weekly vlog traditionnel. Comment je peux être aussi maladroite, mais quelque part je l'ai rattrapé. La vidéo d'aujourd'hui va plutôt être comme un petit talk, mais je vais pas répondre à vos questions. Je voulais simplement partager parce que cette semaine j'ai appris énormément de leçons et j'avais vraiment ce besoin de partager avec vous et d'en discuter aussi dans les commentaires. Je vais poser ce verre parce que la dernière fois je me suis rendu compte que les glaçons ça s'entendait énormément au micro et ça devait être terriblement insupportable. Donc laissez-moi prendre une gorgée. Je voulais commencer par une leçon que j'ai apprise d'une petite fille d'à peine 10 ans, qui est ma nièce. Comme vous le savez, mon frère, ma belle-sœur et leurs 2 enfants sont venus me visiter à Lyon le week-end dernier. Et ce sont les petits qui m'ont appris les plus grandes leçons. Nous nous baladions tous ensemble au parc de la Tête d'Or et ma nièce, Karel, me tenait la main et elle voit un homme qui enlace un arbre. Et elle me dit bah, qu'est-ce qu'il fait le monsieur? Et je lui dis que ça s'appelle de la sylvothérapie et que c'est une méthode d'anti-stress, ça permet de rééquilibrer son corps, ses émotions, etc. Elle regarde vraiment intriguée mais sans aucun jugement et elle me dit est-ce qu'on peut faire un vœu? Bah oui, si tu veux. Et là, ni une ni deux, je la vois marcher droit sur l'arbre. Ce petit bout d'à peine 10 ans qui enlace l'arbre pendant une bonne dizaine de secondes et qui revient vers moi. Je l'ai regardé, j'étais estomaquée. À aucun moment dans son processus décisionnel, il n'y a eu de petite voix qui lui disait « Et si on me regarde? Et qu'est-ce qu'on va penser de moi si je suis en train d'enlacer un arbre alors qu'il y a des centaines de personnes autour dans ce parc ?» Elle avait un objectif, elle ne s'est pas occupée du jugement ou du regard des autres personnes qui étaient autour d'elle. Et pourtant, je peux vous dire que c'était un dimanche et qu'il y avait énormément de personnes. J'ai été extrêmement ébahie et inspirée par son aplomb, sa confiance en elle, sa détermination. Et elle m'a appris une grande leçon ce dimanche parce que je trouve que plus on grandit et plus on développe la petite voix qui est à l'intérieur de nous et qui se demande ce que les autres vont penser de nous. Après, elle est vierge, ascendant Verseau. Peut-être que ça lui donne un petit peu de force. Ce sont des personnes avec un très fort caractère, très fort tempérament. Voilà, ma mère est vierge, mon père est Verseau et j'ai jamais vu des personnes qui s'en moquaient autant du regard des autres sur leurs actions ou sur leurs paroles. Quand ils ont quelque chose en tête, ils vont jusqu'au bout. Ils ne se soucient pas de ce que va dire un tel ou une telle. Donc maintenant, chaque fois que j'aurai peur de réaliser quelque chose à cause de ce qu'on pourrait dire de moi, je reverrai systématiquement ma nièce d'à peine 10 ans foncer droit vers l'arbre pour réaliser son objectif. Chapitre 2. Deuxième leçon que j'ai apprise, cette fois de mon neveu, mon petit bout de chou dont je suis la marraine, qui a 5 ans, mon petit Roméo. C'est pas vraiment une leçon qu'il m'a apprise, c'est plutôt un rappel. Il est né 2 jours avant moi. Alors pas de la même année évidemment, mais il est du 13 mars, je suis du 15. Et donc c'est un petit poisson. Poisson ascendant Lion. Oui, je sais, l'astrologie a beaucoup de place dans ma vie, beaucoup d'importance, mais j'aime bien en fait analyser les traits communs, voilà, bref. C'est mon kiff. Comme vous le savez sûrement, les poissons peuvent être bon, à la fois la grande muraille de Chine, hein, vraiment le bouclier, aucune émotion ne passe, je pleure pas devant les gens, je montre pas mes émotions, je montre pas mes sentiments. Et ça, je pense que c'est une carapace qu'on est en train de bâtir avec le temps. Mais au fond de même, les poissons sont le signe le plus sensible du zodiaque. Même s'il ne le montre pas, extrêmement empathique, romantique, sensible. Enfin, il a la sensibilité de tous les signes. Donc je sais pas si ça peut justifier. Mais Roméo, sans qu'on lui ait jamais appris, il vient te voir, il se plante devant toi. Tata, je t'aime. Tu m'as tellement manqué. Et vous savez, normalement, c'est les parents qui disent aux enfants, va dire cela à cette personne, va dire ceci. Mais non, lui, c'est vraiment l'expression pure de ce qu'il ressent, l'expression pure de ses sentiments, sans aucune barrière. Et vraiment le fait de dire aux gens qu'il aime, qu'il les aime, il peut me dire 3 fois par jour qu'il m'aime. Donc voilà, mon petit bout de 5 ans m'a rappelé qu'il est extrêmement important de ne pas avoir cette espèce de pudeur face à ses sentiments. Et Dieu sait que ça fait plaisir quand il me dit ça, mais je craque totalement, je fonds. Donc même si vous dites ça à une personne et qu'elle ne vous renvoie pas la réponse que vous espériez,
Ne dites pas aux gens je t'aime pour recevoir une réponse précise. Dites aux gens je t'aime pour l'effet que ça va leur faire intérieurement. On s'en moque de s'ils le montrent en retour ou pas, mais sachez qu'un je t'aime, ça fait toujours extrêmement plaisir. Chapitre 3, la méthode socratique. Mon copain est en train de faire une petite reconversion professionnelle. Il est toujours coach sportif et il reste dans une forme de coaching mais un petit peu différente. Et dans la formation qu'il a suivie, on lui a donné le conseil d'adopter la méthode socratique. Et il m'en a parlé en me disant « Tiens, comme tu cherches toujours à aider ta communauté, essaie de leur parler de ça parce que je pense que ça pourrait les inspirer. » Effectivement, quand on vous demande de l'aide, souvent on emploie deux méthodes. Soit le soutien émotionnel, le fait de dire à la personne qu'on est là pour elle, d'être empathique, d'être vraiment uniquement dans les sentiments, et c'est une méthode plutôt yin ou on va dire un soutien plutôt féminin. Et ensuite, il y a la méthode plutôt yang ou énergie masculine qui consiste à tu as un problème, ok, je vais te donner un panel de solutions. Solutions donc raisonnables plus que émotionnelles avec le cœur. En général, quand on veut aider quelqu'un, on va donner la méthode que l'on attend de recevoir ou alors au mieux, on va lui dire ok, qu'est-ce que tu veux? Tu veux un soutien émotionnel ou tu veux des vraies solutions clés en main? Ce qui est déjà un petit peu mieux, mais mon copain, c'est vrai, m'a appris quelque chose qui est encore plus puissant que ça, c'est la méthode socratique. C'est une variante parce qu'en réalité, la méthode socratique sert à montrer à l'expert qu'il est finalement ignorant. Celui qui dit ne pas savoir sait, celui qui croit savoir ne sait pas. C'est une méthode un petit peu ironique, on va dire. Et pour vous donner l'origine de la vraie méthode socratique, on est un petit peu dans la manipulation, dans la provocation, plus que dans l'aide pure. On feint l'ignorance et on questionne des experts pour leur faire prendre conscience de leur propre ignorance. Et surtout pour éliminer les fausses croyances et arriver à une vérité commune, on va dire. Et ça met en lumière qu'on a besoin des autres pour atteindre la connaissance. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est pas du tout de prouver aux gens qu'ils ont tort. C'est simplement de pouvoir les aider avec la méthode qui est employée par Socrate, qui est la discussion par la question. Et en ce sens, c'est une méthode un petit peu maïeutique dans le sens où on va accoucher de sa propre vérité. Parce qu'une personne qui a besoin d'aide, finalement, elle n'attend pas qu'on la conseille. Elle n'attend pas des conseils précis, elle n'attend pas des solutions. Ce qu'elle attend, c'est qu'on l'écoute. Parce que finalement, la vérité, on l'a tous en nous. On la connaît déjà, mais parfois c'est pas facile de la sortir. Et c'est pourquoi, si on a une personne en face de nous qui nous pose des questions, qui nous permettent d'aller chercher en profondeur dans notre tête, dans notre cœur et d'aller un petit peu s'effeuiller ou alors enlever tous les pétales de la marguerite pour trouver au cœur la vérité profonde qu'on recherche, eh bien je pense que ça peut être encore plus efficace et encore mieux aider les gens. Pourquoi cette situation est si importante pour toi? Qu'est-ce que ça te fait ressentir? D'où vient ce sentiment? Qu'est-ce qui ferait évoluer la situation? Qu'est-ce qui ferait évoluer ton ressenti? Qu'est-ce que ça changerait? Que penses-tu d'eux? Que crois-tu que? Pour aller creuser et creuser encore plus loin dans la tête et dans le cœur, entre guillemets, de la personne que vous souhaitez aider. La prochaine fois qu'on vous demande des conseils, ne donnez pas votre avis, ne donnez pas vos conseils, essayez simplement de questionner la personne pour qu'elle sorte sa propre vérité qui est au fond d'elle-même. Quatrième leçon. J'ai enfin compris pourquoi il ne fallait pas utiliser son téléphone au réveil. Tout le monde dit ça, mais c'est difficile déjà parce que mon téléphone c'est mon réveil et qu'en plus mon téléphone c'est mon outil de travail et j'ai envie de savoir ce qui se passe dès que je me réveille. Enfin, je voyais pas le mal à ça. Et donc, je continuais de le faire parce que je savais pas pourquoi il ne fallait pas le faire. J'avais pas encore eu la leçon. Et la raison est toute simple. C'est que tu ne sais pas ce que tu vas trouver en te réveillant. J'ai une communauté, vous êtes des personnes extrêmement bienveillantes, tolérantes, indulgentes, intelligentes. Et j'ai pas à me plaindre de commentaires de haters, de commentaires négatifs, parce que même les commentaires négatifs sont des critiques constructives qui ne me touchent pas parce que ça me permet de grandir, de m'améliorer, etc. Et c'est toujours amené avec beaucoup de tact et d'intelligence. Donc j'ai beaucoup de chance et je vous en remercie. Mais la dernière fois, j'ai reçu un commentaire que j'ai trouvé d'une injustice sans nom. D'une personne
ça se voyait extrêmement frustré. Et ce commentaire, franchement, j'ai eu envie de vomir. Et c'est la première chose que j'ai vue en ouvrant mes yeux. Donc t'imagines bien que en sortant de mon lit, j'étais pas du tout d'une humeur apaisée, reposée, motivée, envie d'attaquer la journée avec une bonne énergie. Non, j'avais été contaminée par quelqu'un qui vibrait bas et ça avait complètement altéré mon énergie et j'avais pas pu confronter avec une énergie qui vibrait haut, une énergie positive parce que je venais de me réveiller, donc j'avais même pas eu le temps de prendre possession de mon corps, de mon énergie, de tout ça, que bam, ça m'était rentré dedans comme ça. On ajoute à ça une autre mauvaise nouvelle et ensuite comme là tu vibres bien bas, eh bien ça va être difficile de voir le positif. Et même s'il va t'arriver des choses positives dans ta journée, ce que tu vas essayer d'attraper, c'est les petites choses négatives qui vont se glisser dans ta journée et tu vas dire ah et puis il y a ça, ah et puis le lave-vaisselle il l'avait pas tourné, ah et puis il restait une chaussette dans la panière de linge que j'ai pas mis dans la machine à laver hier. Et en fait voilà, tu vas te focaliser sur vraiment des petites choses qui vont faire que tu vas pas profiter de ta journée quoi. Et tout ça part de quoi? Du fait que tu as regardé ton téléphone le matin et que tu n'as pas eu le temps de setter ton énergie sur un mode positif et de vibrer haut. Ce que tu aurais pu faire en choisissant ce que tu regardes sur ton téléphone, parce que le problème c'est ça, c'est qu'on sait pas ce sur quoi on tombe. Si tu ouvres tes emails direct et que tu vois des plaintes de tes clients, des problèmes avec tes fournisseurs, tu sais pas ce sur quoi tu vas tomber sur les réseaux sociaux. Donc c'est pour ça que tu peux regarder ton téléphone, je le fais, mais choisis ce que tu regardes, choisis ce que tu écoutes. La première chose qui doit être en contact avec tes oreilles, avec tes yeux, c'est par exemple un podcast inspirant que tu as décidé d'écouter en te préparant le matin. 5e leçon, Pole pole, pura vida, slow life. Ce sont des expressions que l'on entend dans des pays complètement différents et qui pourtant veulent dire la même chose. Tranquillement, doucement, rien ne sert de courir, savourons la vie. Tout est parti d'un podcast que j'ai décidé d'écouter de Jay Shetty, dans lequel il interviewait Dan Buettner et Ben Lidl sur les fameuses Blue Zones, les zones bleues. Ce sont des zones dans le monde, il y en a 5, dans lesquelles il y a beaucoup de gens qui vivent très vieux, mais surtout qui vivent vieux sans maladie, sans cancer, sans choses comme ça, qui vivent mieux en fait plus longtemps. Donc la question n'est pas comment vivre jusqu'à 100 ans, mais comment rester en bonne santé, même à un âge très avancé. Je vais donc vous partager de manière très simple et très concise les quelques facteurs qui font en sorte que ces gens arrivent à vivre aussi longtemps. Et la chance que j'ai eue, c'est que je vous ai partagé une story dans laquelle je vous disais que j'étais en train d'apprendre comment font ces gens dans les blue zones pour être aussi longtemps en bonne santé, etc. Et il y a l'une d'entre vous qui s'appelle Mela, une abonnée qui vit justement à Nicoya au Costa Rica et qui m'a proposé son aide justement pour essayer d'avoir un témoignage. Et alors là, j'étais mais la plus heureuse du monde parce que c'est une vraie personne de notre communauté qui a emménagé là-bas et donc qui a aussi ce recul vu qu'elle n'est pas née là-bas, elle a su témoigner. Je vais vous lire ce qu'elle m'a partagé et voilà, elle a su me dire dans tous les facteurs les habitudes qui font que ces personnes vivent si longtemps en aussi bonne santé. Donc attendez bien jusqu'à la fin où je vous partagerai son témoignage parce qu'il vaut de l'or. Mais déjà les facteurs de manière générale qui font en sorte que ces gens vivent plus longtemps en meilleure santé, c'est déjà l'alimentation. Et ça, je pense que je ferai une vidéo dédiée à cela, peut-être mercredi prochain si ça vous intéresse. Je mange une journée comme en zone bleue. Ils sont principalement végétariens, voire pesco-végétariens pour certaines zones bleues où on mange du poisson, on ne mange pas de viande. Ou alors de manière exceptionnelle, vraiment un peu de fête quoi, mais ça va être quelques fois dans le mois, absolument pas tous les jours. Mais on reparlera de l'alimentation dans une vidéo dédiée à cela parce que vous savez que c'est un sujet que j'adore. Outre l'alimentation, il y a l'environnement et aussi le relationnel. Ce ne sont pas des personnes individualistes, ce sont des personnes qui vivent en communauté, pour lesquelles le voisinage, ce sont les amis qui vivent vraiment ensemble, qui se soutiennent, qui s'entraident et qui ne sont pas dans la solitude, dans l'isolement. Il y a vraiment un esprit très convivial et des liens familiaux très forts. Autre facteur qui fait que ces personnes vivent plus longtemps, c'est que la retraite, ça n'existe pas. La retraite, c'est quelque chose qu'ils ne comprennent pas parce qu'ils vont faire quelque chose
dans leur vie qui a du sens. Et ça, c'est extrêmement important. Ils font un métier pour lequel ils sont bons et pour lequel ils vont pouvoir aider des gens. Et c'est, comme on dit, the purpose of life. Ils ont ça qui est très très fort, très ancré en eux. Et c'est pourquoi ils n'ont pas hâte d'arriver en retraite pour arrêter de travailler, puisque leur métier les épanouit et leur apporte énormément de bonheur et de satisfaction. Et voilà, dans ces zones bleues, le sens de la vie et le sens de leurs actions est très important. Une autre chose que j'ai apprise dans le podcast et qui a été confirmée par mon abonné qui habite au Costa Rica, Mela, c'est le fait que d'aller dans une salle de sport, de passer 1 heure de son temps à faire une activité très intensive, c'est pas forcément ce qui est le meilleur pour notre corps. Dans notre société, on va avoir tendance à avoir un métier qui est peut-être un métier de bureau, on est devant un ordinateur assis sur une chaise pendant 7 heures et ensuite on va se défouler à la salle de sport ou même dans la rue et on va faire 1 heure de sport intensive et finalement c'est pas ce qui est très très bon pour notre santé et pour notre longévité. Et là justement Dan Buettner conseillait de faire une activité qui est beaucoup plus douce, beaucoup plus respectueuse et surtout sur la durée, de ne pas faire 1 heure intensive mais d'être en perpétuel mouvement. Et pour lui, la meilleure activité qui soit, c'est la marche. Parce que la marche, ça permet de faire circuler le sang, circuler les énergies, bouger ton corps, mais dans le respect du corps et en douceur. Mon copain m'a dit quelque chose un jour qui restera gravé dans ma mémoire, c'est que la mort, c'est simplement l'arrêt du mouvement. Et en y réfléchissant, je me suis dit, mais bien sûr, je vois des jeunes de mon âge qui ont l'air moins vivants que des personnes de 80 ans. Quand je vois ma grand-mère qui a 91 ou 92, je sais plus. Je crois qu'elle va avoir 92 en février. Verseau également. Oui, quand je vois ma grand-mère à son âge, qui monte, qui descend les escaliers, en fait, elle a jamais eu son permis parce qu'elle a toujours eu trop peur de conduire. Elle a toujours tout fait à pied et mamie, elle marche mais des kilomètres et des kilomètres tous les jours. Et je pense que c'est ça aussi qui participe à sa si bonne santé, c'est le fait qu'elle n'est absolument pas sédentaire. Donc voilà, la marche, c'est une grosse partie des facteurs qui font que les gens vivent plus longtemps en meilleure santé. Et la dernière chose, c'est cet état d'esprit. Comme je vous l'ai dit dans justement c'est ce titre de la 5e leçon, Pura Vida, Slow Life, etc. L'état d'esprit de se dire profitons de la vie, profitons de l'instant présent, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Je sais pas pourquoi ça me vient comme ça, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Juste cette idée de prendre le temps, de profiter, de marcher doucement. Vous savez, quand j'étais plus jeune, je fantasmais sur cette idée du go, 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 d'être toujours dans l'action, vraiment l'esprit entrepreneurial de ne jamais s'arrêter, fait plein de choses et on se reposera quand on sera mort, etc. Mais c'est pas ça la vie. La vie, c'est s'arrêter, c'est regarder le paysage, c'est se dire que c'est magnifique, c'est s'émerveiller comme quand on était enfant, c'est profiter, c'est vivre tout simplement, c'est pas courir après le temps, c'est être dans le flot de la vie et du temps. Donc cet esprit de doucement, savoure, etc., ça m'inspire énormément et c'est ce que me disait Mela justement, on en vient à son témoignage. Je vais vous partager ce qu'elle a eu la gentillesse de me raconter. Avant de parler des habitants de la zona de Nicoya, parlons de leur environnement. Costa Rica possède une faune et une flore exceptionnelles, 5% de la biodiversité mondiale pour ce tout petit pays. Nicoya est situé à l'est du pays dans la région de Guanacaste. La région est séparée du reste du pays par une chaîne de volcans. Les terres volcaniques rendent la terre très fertile, beaucoup de rivières à haute teneur en soufre bordent la zone également. Concernant les habitants, 40 ans ou plus, la jeune génération s'est très américanisée. J'ai remarqué plusieurs points marquants depuis mon arrivée ici. Premier point, la nourriture. Et c'est exactement le premier point que je vous ai donné dans cette vidéo, l'alimentation, ça reste le numéro 1. Le tico préférera toujours cuisiner son plat ou un plat cuisiné par un restaurant traditionnel. Peu ou pas d'aliments à base de produits transformés. Le pays est bordé de l'océan Pacifique d'un côté et de la mer des Caraïbes de l'autre. Les poissons, crustacés et fruits de mer ont une grande place dans l'alimentation locale. A contrario, très faible consommation de viande rouge. On ne trouvera un filet de bœuf seulement en ville dans un restaurant haut de gamme. La diversité des fruits et légumes. J'étais comme une enfant lors de ma première visite dans un primeur local, des tas et des tas de variétés qui m'étaient inconnues, c'était fascinant. D'ailleurs, plusieurs fruits que l'on trouve très facilement et à un prix accessible ici sont considérés
anticancérigènes, antioxydants, etc. Par exemple l'ananas, la guanabana, je ne connais pas ce que c'est, je vous mettrai des photos de tout, la papaye, la goyave, les citrons de toutes sortes, grenades de toutes sortes, etc. De quoi faire le plein de vitamines. T'imagines la richesse et la qualité du fruit que tu as directement sur l'île, que tu viens de cueillir, qui est gorgé de toutes les vitamines dont tu as besoin. Je rejoins le point précédent. Les ticos boivent beaucoup de jus de fruits dû aux options proposées par la nature. Elles ne parlent ni de soda, ni d'alcool, mais de jus de fruits. Facteur à ne pas oublier, le pays est plus pauvre financièrement que la France. Peu de consommateurs de viande rouge car le prix est élevé. Pas de plats préparés pour la même raison. Deuxième facteur, Mela nous parle de relationnel et de social. Et c'est là le fameux pura vida. Pour terminer une conversation, pour remercier quelqu'un. Expression utilisée au moins 20 fois par jour sans forcer par mon mari. L'état d'esprit des ticos est très chill, tranquille, pura vida qui signifie apparemment rien ne sert de courir. Au début, j'étais un peu stressée par ce tempérament plus lent, mais je m'y suis faite avec le temps. Slow life. La famille a une grande importance pour les ticos. Il est très fréquent de voir les grands-parents et les enfants et petits-enfants dans la même maison ou propriété. Très important, l'heure du café, 16h-17h. Toute la famille se retrouve dans la cour, sous le porche de la maison pour discuter, partager sa journée, une tasse de café à la main. Mais quel bonheur de faire ça, de se retrouver tous en famille, enfin, ça renforce les liens, quoi. C'est la pause, mais bon, à 16h-17h en France, la plupart des gens sont dans un bureau en train de travailler et effectivement, on n'a pas cette nécessité, on n'a même pas la possibilité de se dire bah, je vais retrouver ma famille pour boire le café parce que je suis en train de travailler. Et là, elle parle de quelque chose de très important qui rejoint mon livre Pourquoi nous dormons. Le tico se lève tôt, 5h30, 6h. Commence la journée parfois au jardin, va se promener, etc. Et plus tard, 7-8h, va petit déjeuner. Donc là, on se lève avec le soleil, vous voyez. Et vous allez voir un petit peu plus tard que finalement, on est en totale adéquation, aligné avec le rythme circadien. Troisième point abordé par Mela, l'activité et le sport. Le surf, la marche le long des plages, les promenades avec les chiens. Chaque foyer possède au moins un chien. Quel bonheur. Travail des champs. Les agriculteurs ayant moins de moyens font beaucoup à la main. Il y a peu de tracteurs ou d'outils motorisés. Et j'imagine qu'il n'y a pas vraiment de pesticides non plus, ce qui est une très bonne chose. Quatrième point, le climat. C'est l'été tous les jours ici. Short, t-shirt toute l'année. On distingue deux saisons au Costa Rica. Saison sèche de novembre à mai et saison humide de juin à octobre. Même en saison humide, la pluie ne commence que vers 16h, le reste de la journée reste ensoleillé. Beaucoup de soleil et d'humidité donnent ces paysages verdoyants. Mais c'est vrai que ça doit quand même faire du bien au moral de voir toute cette verdure et le soleil. Donc ensuite elle me demande si j'ai des questions. Là je lui ai posé justement plus de questions sur le sport et sur les horaires en fait, suivi les horaires de repas, de coucher, etc. Et elle me dit la salle de sport non c'est pas vraiment de mise. À propos des repas, le petit déjeuner est assez copieux. Le typique, gallo pinto, riz plus haricots rouges accompagné d'œufs, de fromage, tortilla et banane plantain. Le soir c'est beaucoup plus light. Exactement, c'est ce que j'avais lu justement dans toutes les zones bleues. Un gallo pinto plus light, des picadillos, beaucoup de légumes, pas de plat à base de viande le soir, plutôt de légumes cuits, faciles à digérer. Je dirais dernier dîner servi à 19h, au lit à 21h environ. Pour te donner une idée, les infos de la télévision le soir commencent à 18h30 et le film documentaire de la soirée 19h30. Donc on est en totale adéquation avec le rythme circadien. Écoutez, j'espère que cette introduction aux zones bleues vous aura plu. Bien sûr que j'en parlerai en détail quand j'en aurai appris davantage. Dites-moi quelle leçon entre guillemets vous a le plus touché, vous a le plus impacté. J'espère que ça vous aura plu, que ça aura pu vous aider d'une manière ou d'une autre. Je vous embrasse très fort et on se retrouve mercredi à 18h25 pour une nouvelle vidéo sur YouTube ou sinon tout de suite sur Instagram. Bye, prenez soin de vous.